Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons poursuivre notre cours relatif au Management 2 avec notamment le troisième chapitre traitant des processus de gestion. Donc, nous sommes arrêtés au septième point, traitant donc le système de contrôle. Après la planification et l'organisation vient donc le contrôle. C'est le système de contrôle qui permet de s'assurer si les résultats correspondent aux attentes. Et donc, tout processus de planification et d'organisation ne serait pas complet sans la mise en place d'un bon système de contrôle. Et donc, c'est le système de contrôle qui permettra de constater si les choses se font correctement et si le développement se produit tel que prévu. La vérification, de son côté, vient comme complément au contrôle. Elle consiste à analyser si l'organisation fait les bonnes choses en fonction des objectifs escomptés. Donc, de son côté, la vérification consiste justement à appréhender la réalité en tenant compte des choix qui sont réalisés dans le cadre de la planification et de l'organisation. Le concept de contrôle est souvent relié à la comptabilité, mais elle n'est pas unique à cette fonction, parce qu'on peut le voir dans les différentes fonctions de l'entreprise. En effet, ce concept de contrôle, ou même la notion du contrôle, est essentiel à tout planificateur où elle comprend trois aspects. Le contrôle de la performance du plan lui-même qui a été réalisé, le contrôle du rendement des opérations et aussi le contrôle stratégique ou la vérification proprement dite. Donc, commençons par le contrôle de la performance du plan lui-même. L'étape initiale du plan consiste à formuler des objectifs et des cibles qui vont découler des objectifs fondamentaux. L'étape contrôle consiste à voir si les objectifs et les cibles se réalisent tels que définis au plan. Donc, effectivement, il s'agit d'une étape initiale, donc elle est préalable, qui consiste à formuler des objectifs qui vont découler avec ceux qui ont été planifiés fondamentalement. Et donc l'objectif est de vérifier si les cibles et les objectifs se réalisent tels que définis au plan. Ce genre de contrôle s'exécute en surveillant sur une base hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle si les résultats sont supérieurs aux objectifs tels que prévus ou inférieurs aux objectifs. Deuxième type de contrôle, c'est le contrôle du rendement des opérations. Ce type de contrôle consiste à voir, voire même vouloir s'assurer que les opérations d'une entreprise sont rentables. Donc là, on cherche principalement le rendement des opérations de manière à identifier est-ce que effectivement tout ce qui a été réalisé de point de vue opérationnel est rentable. Il faut comprendre que la rentabilité sur le plan corporatif sera assurée si chaque élément du système corporatif est rentable. Par exemple, le budget est un moyen de contrôle commercial. Donc, effectivement, il faut comprendre que la rentabilité sur le plan corporatif, c'est-à-dire dans le cas de l'entreprise, sera assurée si chaque élément du système de l'entreprise est rentable, comme effectivement le cas pour le budget qui constitue un moyen pour contrôler l'action commerciale des entités de l'entreprise. Il faut, selon cette approche, distinguer entre les coûts variables et les coûts fixes. Et à l'intérieur de ceux-ci, les coûts qui peuvent être imputés à un produit, une région, un réseau, à la taille de la commande. Cette approche permet de découvrir la marge de contribution de chaque module et de la comparer entre modules comparables. L'approche modulaire exige
l'identification des coûts fonctionnels tels que les coûts de publicité, les coûts de distribution et de vente, ou voire même d'études. Et qu'on puisse, bien entendu, par la suite, les imputer à chaque module. Grâce à cette approche modulaire, on peut calculer le rendement des objectifs du marketing, de production, des ressources humaines, de chaque élément et leur contribution respective au rendement global. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que ce type de contrôle consiste à vouloir s'assurer que les opérations d'une entreprise sont rentables. Donc, nous avons vu le contrôle de la performance du plan lui-même, le contrôle du rendement des opérations et enfin le contrôle stratégique ou la vérification. Le contrôle de la performance et du rendement consiste à surveiller si les choses se déroulent correctement en vue de la réalisation des objectifs. Donc là, il faut évaluer effectivement si l'ensemble des actions planifiées ou réalisées vont dans la réalisation des objectifs. Le contrôle stratégique, il consiste à vérifier si l'organisation fait les bonnes choses au niveau du plan des objectifs, des stratégies et des programmes. L'environnement de l'organisation évolue et l'organisation se doit d'évaluer sa position face à ces changements. L'organisation doit éviter la routine et la passivité et adopter une réaction dynamique basée sur la créativité en veillant à une vérification périodique des activités. Donc, la vérification est désormais un impératif, étant donné que l'entreprise évolue dans un environnement qui est instable, qui est en perpétuelle évolution, et par conséquent, il s'agit bien entendu de vérifier d'une manière ponctuelle, périodique, si effectivement les actions menées, les réalisations escomptées vont dans la réalisation des objectifs fixés. Donc, tout comme la vérification comptable se fait à la fin de chaque période financière, la vérification marketing, de production, de ressources humaines reste nécessaire de façon régulière pour la bonne marche de l'entreprise. Donc, la vérification ou le contrôle ne sont pas l'apanage de la fonction comptable, mais ils sont liés à toutes les fonctions organisant l'activité de l'entreprise. La vérification comptable, par exemple, repose sur une technique uniforme et elle a pour objectif d'assurer les actionnaires et les créanciers ou les membres d'une organisation que les états financiers sont exacts, qu'ils représentent la réalité et qu'ils ont été préparés selon les méthodes uniformes d'année en année. C'est ce qu'en général, vous avez étudié en comptabilité générale 1 et 2. Comment on peut assurer justement cette vérification? À partir de là, donc, on distingue quatre principes de la vérification dans le but de revêtir un caractère formel et standardisé. La vérification devrait reposer sur quatre principes fondamentaux. Premièrement, la vérification doit être périodique, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir lieu uniquement en état de crise, mais tous les ans, toutes les années, ou selon le besoin en interne, dans l'objectif d'amélioration permanente. Donc, c'est vraiment un besoin périodique qui s'inscrit, bien entendu,
dans la bonne marche de l'entreprise. La vérification doit être complète. Elle est complète puisqu'elle couvre toutes les opérations et non pas uniquement celles qui montrent des signes de faiblesse. Par exemple, une diminution dans le chiffre de vente peut bien être due autant aux caractéristiques du produit comme à son prix ou à des facteurs de l'environnement tels que la concurrence, les situations de croissance ou de crise. L'abandon par un distributeur d'un produit peut ne pas être dû à la maladresse des vendeurs, mais au manque de publicité ou à son emballage. Ce sont là deux exemples qui démontrent bien qu'une administration ne doit pas concentrer son analyse sur une activité particulière. Pour repérer, pour identifier les causes de l'inefficacité d'une entreprise ou pour améliorer une situation particulière, la vérification doit être complète. Et c'est pour cela que, effectivement, c'est l'un des principes fondamentaux de la vérification. Elle est complète parce qu'elle doit couvrir toutes les opérations et non pas uniquement celles qui montrent des signes de faiblesse. Troisième principe fondamental, c'est la vérification doit être systématique. La méthode de vérification en management repose sur une procédure claire à travers un diagnostic basé sur l'analyse de trois dimensions. L'environnement de l'organisation, le système de l'organisation et sa planification et les activités spécifiques. Une fois le diagnostic posé, le plan devra comporter des moyens pour corriger la situation dans le cas d'un problème en définissant les moyens pour l'amélioration continue. Et à partir de là, la vérification devrait être systématique. Dernier principe fondamental, c'est que la vérification doit être faite par une personne ou un organisme indépendant. La vérification doit être faite par une tierce partie, une personne ou un organisme de l'extérieur, indépendante, des services et apte à gagner la confiance de la direction, car elle a l'avantage d'être objective. De ce fait, la vérification est définie comme étant l'examen périodique, complet, systématique et indépendant de l'environnement de l'organisation, de son système et son plan ainsi que ses activités spécifiques dans le but de diagnostiquer les problèmes, de recommander les correctifs nécessaires propres à améliorer l'efficacité corporative, c'est-à-dire de l'entreprise ou de l'organisation en général. Donc, il faut comprendre que la vérification fait le lien entre deux périodes successives de planification. Elle se situe à la fin du plan, à l'étape du contrôle, à l'étape de l'analyse de la situation. Elle assure donc la continuité en planification en examinant le passé de façon systématique et en donnant la direction à suivre pour un avenir plus ou moins immédiat. Donc voilà, globalement, pour assurer donc la vérification, elle doit se reposer sur 4 principes fondamentaux. Elle doit être périodique, donc il ne faut pas la solliciter uniquement en temps de crise. Donc ponctuellement, l'entreprise aura besoin de connaître si les actions, les activités et les décisions vont dans le même sens que les objectifs escomptés, ou au contraire, il y a des dysfonctionnements qu'il faut bien entendu corriger pour pouvoir atteindre les objectifs escomptés. La vérification doit être complète. Vous ne devez pas prendre un élément au détriment des autres. Il faut toujours adopter une approche globale de manière à examiner les causes derrière un problème ou une situation. Elle doit être systématique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas marginaliser une dimension ou d'autres au détriment de l'autre, dans la mesure où vous devez prendre tous les aspects relatifs à l'organisation, l'environnement, le système de planification, le système de gestion et bien entendu les différentes, je dirais, composantes, entités faisant partie de l'entreprise en tant que système.
Et enfin, la vérification devrait se faire d'une manière indépendante en sollicitant une personne ou un organisme de l'extérieur pour apporter son regard neutre et bien motivé. Et donc, généralement, quand on parle de la vérification, on fait le lien entre deux périodes successives à la planification. Donc, une, une première période où vous avez donc prévu des objectifs et une deuxième période où vous allez constater les réalisations pour identifier les écarts. Elle se situe à la fin du plan, à l'étape du contrôle, à l'étape de l'analyse de la situation. Elle assure la continuité en planification en examinant le passé de façon systématique et en donnant la direction à suivre pour un avenir plus ou moins immédiat. Passons donc au huitième point, traitant donc la question de leadership stratégique, qui constitue un des éléments les plus importants en matière de la gestion des entreprises. Le style de leadership détermine le comportement du manager. C'est le reflet de sa personnalité, de sa philosophie et de son expérience professionnelle. Le leadership est défini comme le pouvoir d'exercer une influence sur d'autres individus pour atteindre un objectif spécifique dans une situation donnée. Exercer son leadership, c'est avoir de l'influence sur quelqu'un. Le leader est donc à la fois celui ou celle qui commande et celui ou celle qui indique la voie à suivre. On peut définir 4 composantes principales de la personnalité de leader. Narcissisme, un peu l'orgueil, l'arrogance parfois, mais il est mesuré. Possession, la possession, donc il a un pouvoir qu'il possède. La séduction, à travers ses qualités personnelles, il va attirer de l'attention, il va faire fédérer et indiquer la voie à suivre. Et la sagesse, c'est-à-dire la prise de recul. Leur combinaison définira le style du leader. Donc effectivement, quand on parle de style de leadership, on fait allusion au comportement du manager en entreprise, sa personnalité, son idéologie, sa philosophie, ses expériences, qui vont être au service de l'exercice d'un métier ou d'une activité. Donc quand on parle de leadership, on fait référence au pouvoir que peut exercer un manager envers ses subordonnés, de manière à les pousser à atteindre un objectif spécifique dans une situation donnée. Donc, exercer son leadership, c'est avoir de l'influence justement sur quelqu'un. Et ce leadership se matérialise par 4 composantes principales. Le narcissisme, la possession, la séduction et la sagesse. Plusieurs facteurs influençant le style de leadership qu'il adopte en tant que manager. Par exemple, comment exercer le pouvoir, la façon dont le manager influence son environnement et la manière dont il délègue son autorité. Le leadership est un terme emprunté à l'anglais et qui définit la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Un leader se distingue d'un gestionnaire ou d'un décideur, lequel a des capacités pour l'administration de l'entreprise ou des activités, sans pour autant mener le groupe, l'organisation, voire même le pays, à un autre stade de développement. Un bon gestionnaire peut être un leader, mais les deux qualités ne sont pas automatiquement liées. Autant, les champs couverts par le leadership ont évolué. Les affaires, la culture, le sport, la politique, autant des qualités qui le définissent et qui sont de plus en plus multiples. Si le leadership dans le passé était associé intimement à la personnalité du leader et particulièrement à son charisme,
Beaucoup d'études récentes suggèrent une capacité apprise, fruit de l'expérience et liée à des contextes spécifiques. Parmi les compétences ou les qualités qu'on en retrouve chez les leaders, on peut citer la vision, la stratégie, la persuasion, la communication, la confiance et l'éthique. Un leader est une personne visionnaire, un manager visionnaire qui anticipe toujours par rapport à la réalisation des événements et il ne va pas les subir d'une manière, je dirais, naïve. Il est stratège parce qu'il définit des objectifs et amène l'équipe à les atteindre. Il persuade ses collaborateurs de manière à les convaincre et les faire fédérer autour d'un objectif. Il commente, mais en même temps, il indique la voie à suivre. C'est un bon communicateur qui arrive à convaincre, à faire fédérer les individus autour d'un projet commun. Il fait confiance, il délègue et il a un influencer positivement les membres de son équipe et les guider vers une vision commune dans l'accomplissement des tâches doivent tenir compte des notions suivantes pour effectuer un travail de qualité axé sur les résultats. Premièrement, un leader se doit reconnaître son propre style de leadership et de le pratiquer à bon escient. C'est-à-dire, un leader doit être conscient de sa façon de gérer les équipes et par conséquent, il doit avoir la prise de conscience, effectivement, de le pratiquer quand bon lui semble. Le leader est capable d'influer positivement les membres de son équipe. Il sait comment vendre ses idées de façon à motiver ses troupes. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise la communication, la persuasion et l'argumentation. Il sait convaincre et faire adhérer les gens grâce à sa capacité à les influencer positivement de manière à vendre ses idées et les motiver autour de ses idées. Troisième notion, c'est que le leader efficace est aussi celui qui guide l'équipe vers la réussite et qui sait offrir soutien et encouragement aux besoins. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de mener son équipe à la réalisation des objectifs escomptés, donc réussir la mission et les objectifs fixés par l'équipe en cas de crise, en cas de dysfonctionnement, en cas de perturbation. Le leader sait offrir son soutien, son encouragement en cas de besoin. Un leader efficace utilise une communication franche et directe avec ses coéquipiers afin de développer des relations interpersonnelles basées sur la confiance et le respect mutuel. Un leader doit avoir une vision d'avenir. Il est capable d'anticiper les événements afin d'être en mesure de bien gérer les changements qui peuvent se produire. Comme je vous ai expliqué, les qualités et les caractéristiques d'un leader, c'est qu'il est visionnaire et stratège. Donc, il a la capacité d'avoir une vision d'avenir, d'anticiper les événements afin d'être en mesure de bien gérer les changements qui peuvent se produire. Un leader efficace est également celui qui utilise une communication franche et directe avec ses membres
ses collaborateurs afin de développer des relations interpersonnelles basées sur la confiance et le respect mutuel. La personne qui exerce un leadership doit aussi être en mesure de gérer efficacement les conflits. Donc, il doit être capable de maîtriser les outils de la médiation, de l'intermédiation, de manière à faire face aux éventuels conflits qui peuvent surgir entre les membres de l'équipe et qui peuvent désarticuler en quelque sorte la cohésion du groupe. Le leader doit être capable de prendre des décisions, de les communiquer adéquatement et de savoir les faire accepter par les membres de l'équipe, c'est-à-dire être capable justement de fédérer ou faire fédérer même les individus autour du projet de l'équipe et de ses objectifs. Donc, il y a plusieurs études qui ont été réalisées sur le leadership. La plus connue est la grille proposée par Black et Mouton, qu'on va donc discuter ensemble. Donc voilà la grille managériale de Black et Mouton qui permet donc de définir 5 styles de comportement. Donc, plusieurs études ont été faites sur le leadership. L'une des plus connues est appelée la grille managériale de Black et Mouton. Des observations de cet ordre ont amené les célèbres Black et Mouton, chercheurs associés, à constituer une représentation à 2 dimensions du comportement du manager. Et c'est ce qu'on appelle donc, c'est la grille du management qui indique en abscisse le degré d'intérêt pour la production et en ordonnée le degré d'intérêt pour les relations. C'est ce que vous avez sur l'écran avec les 2 représentations. Donc voilà, vous avez en abscisse le degré d'intérêt pour la production et en ordonnée le degré d'intérêt pour les relations. Donc là, vous avez l'accent sur l'humain et l'accent sur les résultats. Comme vous voyez, avec aussi l'ensemble des dimensions représentées avec les différents styles du comportement, en opposant le paternalisme avec celui de l'opportunisme. La grille de Black et Mouton est un outil simple pour comprendre les caractéristiques et surtout les conséquences des styles de management et voire même les styles d'encadrement des équipes. En résumé, cette grille permet de définir 5 styles de comportement susceptibles de variations et de nuances. Donc, comme vous voyez, vous avez le style 9.1, le style 9,9, donc 9,9, le style 1,9, le style 5,5 et le style 1,1. Donc, en fonction des abscisses et des ordonnées. Donc, l'accent sur l'humain et l'accent sur le résultat. Le style 9.1, que vous voyez ici sur l'écran. Donc, ici et également ici, dans lequel il y a très peu l'accent sur l'humain et beaucoup plus sur les résultats. Donc, pour le style 9.1, le management est fondé sur le travail d'équipe. L'efficacité est atteinte grâce à des conditions de travail qui tiennent compte au minimum des facteurs psychologiques. Donc là, vous voyez, 9.1, l'accent est beaucoup plus sur les résultats que sur l'humain. Donc, c'est un style de management fondé sur le travail d'équipe. Et par conséquent, l'efficacité sera atteinte grâce à des conditions de travail qui vont prendre en considération un minimum de facteurs psychologiques, puisque on est beaucoup plus orienté résultat que humain. Deuxième style, c'est le 9-9. Voilà, ici vous avez deuxième extrémité, le 9-9, qui est vraiment l'accès sur l'humain et sur les résultats. Pour ce style, le management est fondé sur le travail d'équipe. Le travail est accompli par des hommes et des femmes responsables.
L'organisation règle l'interdépendance des différents départements reliés au même tronc commun. Et les rapports sont fondés sur la confiance et le respect mutuel, parce qu'il est à la fois accentué sur l'humain, mais également sur les résultats. Le style 1-9, c'est ce que vous voyez ici. Donc l'accent sur l'humain, beaucoup plus, et avec moindre mesure sur les résultats. C'est ce que vous avez ici également. Donc pour ce style, c'est le Management Country Club. Une grande attention accordée aux besoins des collaborateurs dans le domaine des relations du travail conduit à l'établissement d'un bon climat dans l'entreprise et d'un rythme de travail agréable. C'est-à-dire que pour ce style, on est beaucoup plus orienté bien-être au travail, bonheur au travail, en donnant davantage l'accent à la dimension humaine, dans la mesure où l'entreprise prête une grande attention aux besoins des collaborateurs dans notamment les relations au travail, les conditions de travail, l'amélioration du climat social et avoir un rythme agréable au travail de manière à stimuler l'intelligence des individus et leur adhésion par rapport au projet de l'entreprise. Troisième style, c'est le style 5-5. Ici, c'est juste milieu entre les deux. À la fois l'accent sur l'humain et sur les résultats. Donc là, nous sommes dans un management appelé management institutionnel. Grâce à une bonne organisation, des résultats intéressants peuvent être atteints en équilibrant les impératifs de la production et le maintien du bon moral des collaborateurs. Donc, en tenant compte d'une bonne organisation, des résultats relativement intéressants, on va donc équilibrer entre les impératifs de la production et le maintien du bon moral des collaborateurs. Et donc là, nous sommes dans une logique équilibrée entre, bien entendu, les considérations humaines en termes de conditions de travail, des relations sociales, des relations professionnelles, mais également les résultats à atteindre pour la bonne marche et pour la performance de l'entreprise. En dernier lieu, donc le style 1-1. Donc là, ici, il y a très peu l'accent sur l'humain et sur les résultats. C'est un management appauvri. Un effort minimum pour effectuer le travail suffit pour maintenir l'adhésion du collaborateur de l'entreprise. Donc là, on va faire le minimum en matière à la fois des dimensions relatives aux aspects humains, mais également à l'atteinte des résultats. Donc, en fonction du critère que les auteurs retiennent dans leur recherche, la promotion hiérarchique du manager, Black et Mouton considèrent le style 9-9 comme le plus efficace, s'il est le style dominant de l'intéressé. Il peut utilement se compléter de temps à autre par les styles 9-1 ou 5-5 en tant que style complémentaire. Selon leur conception, l'efficacité du leadership s'accroît en fonction d'une diagonale allant de 1-1 à 9-9. D'autres auteurs ont critiqué cette étude en relativisant les positions. Vous allez les découvrir au cours des recherches ultérieures. Il faut savoir que ces schémas ne sont pas figés et qu'ils évoluent en fonction des humains, hommes et femmes, engagés dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas vraiment une grille standardisée ou stable, elle évolue en fonction des évolutions des humains en entreprise. Quels sont les conseils donnés aux leaders et managers? Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'une personne croit qu'elle sait faire qu'elle sait réellement faire. Donc, il y a une différence entre la perception et la réalité. Ce n'est pas parce qu'une personne croit qu'elle sait faire qu'elle sait réellement faire. Que ce n'est pas parce qu'elle devrait savoir faire qu'elle sait faire.
Ce n'est pas parce qu'elle est censée maîtriser et comprendre qu'elle va effectivement comprendre ou réaliser. Donc, il y a la dichotomie entre ce qui est attendu et ce qui est réel. Que ce n'est pas parce qu'une personne est compétente dans un domaine qu'elle l'est dans d'autres domaines. Donc là encore, la compétence, elle est relative, elle est spécifique, elle est à contextualiser. Ce n'est pas parce que vous êtes compétent dans un domaine que vous le serez systématiquement dans d'autres. Chacun est sa vocation. Si votre niveau d'exigence est trop élevé par rapport aux compétences réelles, vous allez démotiver la personne. Pour accroître le niveau des compétences d'une personne, formez-la. Que des talents cachés et de dynamisme étoffés par un management inadapté, ce sont les hommes et les femmes et non les systèmes qui font la réussite d'une entreprise. Toujours la source, c'est les auteurs Black and Mouton. Qu'en est-il du style de management et le style de la communication? Les styles de management et de direction sont en lien avec les styles de communication véhiculés par le manager. Comme vous voyez sur l'écran, c'est un schéma où on a donc des perspectives avec généralement 4 cartes. Carte 1, 2, 3, 4 en fonction du style de management et du style de communication. Ne prends pas le temps de communiquer ou prends le temps de communiquer. Un style de management peu directif ou très directif. Et à partir de là, on distingue 4 profils, 4 styles qui relient les deux. Style de management avec le style de communication. Commençons par la carte 1. Donc là, vous avez un manager qui ne prend pas le temps de communiquer et qui a un management très directif. Donc le manager est très directif, ou son style est très directif, il ne prend pas le temps de communiquer. Je sais ce que je sais qu'ils ne savent pas. Il faut donc que je leur impose mon professionnalisme pour ne pas prendre de temps. Il impose donc et exige. C'est un premier style qui relie le management avec la façon avec laquelle vous allez donc communiquer avec les collaborateurs. Carte 2. Vous avez un manager qui prend le temps de communiquer, mais qui adopte un style de management très directif. Donc, le style de management ou le style est un peu directif et prend le temps de communiquer. Je sais que je sais et je ne sais pas qu'ils ne le savent pas. Je sais aussi qu'il faut leur expliquer le pourquoi des instructions qu'on leur donne pour mieux faire comprendre le travail de chacun. Donc là, il s'agit effectivement d'un manager qui prend le temps de communiquer, mais tout en adoptant un style de management très directif. Carte 3, c'est un manager ou un style de management peu directif et le manager prend le temps de communiquer. Donc, il évite d'être directif et prend le temps de communiquer. Je sais que ne sais pas tout. Je sais que mon collaborateur peut avoir des idées sur le sujet. Il faut donc susciter ces idées et ces suggestions et il est nécessaire de le faire participer pour qu'il adhère. Quatrième et dernier style, reliant donc le management avec le style de communication. Donc nous avons un management peu directif et nous avons bien sûr des managers qui ne prennent pas le temps pour communiquer. Donc, il est peu directif, il ne prend pas le temps de communiquer. Je sais que je ne sais pas tout. Mon collaborateur sait aussi bien que moi, donc je lui délègue. Ou encore, ce n'est pas ma mission, c'est la sienne. Je ne veux pas le savoir, qu'il se débrouille tout seul. Voilà un peu juste des exemples, des illustrations pour voir comment effectivement les styles de management et de direction sont en lien avec les styles de communication véhiculés par un manager au sein de l'entreprise. Donc, en conclusion,
On peut donc comparer le manager et le leader selon les traits suivants. Donc, toujours le leader se tourne vers l'avenir, il est visionnaire, alors que le manager, il est immédiat et se concentre sur le présent. Le leader apprécie le changement, alors que le manager préfère la stabilité. Donc, le manager préfère de prendre des challenges, des défis pour améliorer la situation, tout en essayant d'anticiper sur les éventuelles opportunités ou même les menaces à éviter, alors que le manager préfère répéter la même chose. Donc, il est dans la stabilité des pratiques et des actions à réaliser. Le leader privilégie toujours le long terme, donc il est visionnaire, il est stratège, alors que le manager, il a beaucoup plus une vocation orientée gestion, dans le sens où il s'oriente vers le court terme. Le leader cherche à connaître le pourquoi du comment, alors que le manager se concentre sur les objectifs et les résultats à atteindre. Le délégué, le leader est une personne qui sait déléguer, alors que généralement, le manager, il accapare le pouvoir. Le leader cherche à simplifier, alors que le manager cherche à connaître le comment. Il planifie, il contrôle. Le leader se fie à ses intuitions, il peut être guidé par ses émotions, alors que le manager est beaucoup plus dans la rationalité. Il s'appuie sur des raisonnements logiques, il veut planifier, contrôler et avoir de la rigueur sur ses activités. Le leader tient compte dans sa vision de l'environnement social. Le manager se limite à la vision de l'entreprise et il est beaucoup plus concentré sur l'atteinte des objectifs et des résultats. Managers do the things right, leaders do the right things. Les styles de management et de direction sont en lien avec le style de management véhiculé par le manager. En conclusion de ce chapitre s'inscrit dans la suite logique de la réflexion sur les écoles de pensée, des pratiques managériales et du rôle du manager, qui ont fait l'objet des chapitres 1 et 2. Ainsi finit votre cours de première année en management. Durant ce second semestre, vous avez, nous l'espérons, mieux appris à connaître ce futur rôle que vous allez probablement avoir à remplir, celui de manager, voire même de leader, nous l'espérons pour vous. Après avoir découvert les différentes écoles qui ont construit les théories autour de ce métier de manager, les théories classiques, relations sociales, relations humaines et les écoles contemporaines, nous avons essayé d'éclaircir ce qui est demandé à ce manager dans le cadre de son travail de tous les jours en entreprise. La notion de leadership vous a été définie dans le cadre des 2 chapitres pour vous permettre de mieux cerner cette notion si spéciale et tant recherchée. Le chapitre 3 vous a décrit le processus de gestion dans sa globalité, niveau stratégique, de décision, d'organisation, indispensable à connaître lorsqu'on veut travailler en entreprise et lorsqu'on veut créer sa propre entreprise. Ceci devrait vous permettre de commencer à mieux réfléchir avec des armes entre les mains, ce qu'on appelle le savoir, les stocks de connaissances, pour savoir votre projet professionnel. Avant cela, vous avez des examens à réussir. Vous recevez dans un document joint une méthodologie de préparation de cette étape indispensable. N'oubliez pas d'améliorer votre savoir-faire par la pratique, qui peut vous être offerte avec des expériences en stage, mais également en association. L'action associative, très importante, elle est formatrice par rapport aux valeurs et par rapport aux pratiques de management. Vous frotter avec le travail, payé aux bénévoles, sera excellent pour vous toutes et tous. Travailler en association sera bénéfique pour l'expérience de travail, mais également pour votre épanouissement personnel et social. Votre savoir-faire sera combiné avec le savoir pour
couronner le savoir-être. Votre savoir-être qui a commencé à être construit avec vos parents et votre famille, puis avec l'école, continuera à s'améliorer au fur et à mesure que vous grandirez, que vous apprendrez, que vous ouvrirez les yeux sur ce monde qui vous entoure. Et n'oubliez pas, pour parodier un célèbre président, ne voyez pas ce que votre pays peut faire pour vous, voyez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Bonne route. Et ainsi, donc, notre cours prend fin et je vous donne rendez-vous pour les prochaines séances dans le cadre des travaux dirigés. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. Lisez attentivement les supports du cours, écoutez les différentes vidéos, posez-moi vos questions à la fois en commentaire de chacune des vidéos postées, mais également sur le forum des échanges et de discussions que je vous ai créé sur la plateforme ENT. Donc, vous êtes au centre de nos préoccupations et je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant le déroulement et le contenu dans notre cours. Donc, vous êtes au centre de nos préoccupations. Bon vent pour la suite. Merci et à la prochaine séance pour les travaux dirigés.